Poutine est-il le nouveau pharaon qui pourrait sauver de la famine ou entraîner dans la famine des millions de personnes, notamment en Afrique, Fabrice? Le nouveau pharaon, enfin, il y en a plusieurs des pharaons comme ça qui tiennent un peu les réserves alimentaires mondiales. Ce qui est sûr, c'est que la guerre en Ukraine bloque énormément la circulation de ces ressources qui sont absolument nécessaires pour plusieurs pays africains, et c'est l'objet même de cette visite de Macky Sall en Russie, parce qu'il veut se faire le porte-voix de cette Afrique-là qui a besoin que la guerre n'ait pas un impact trop important sur la situation alimentaire, et qui évidemment pourrait aussi peser sur l'humanitaire, parce que de nombreuses zones en Afrique se retrouvent privées de ces réserves de blé qui sont absolument importantes. Du côté de la diplomatie russe, je peux vous dire que on est quand même très ouvert et on souhaite une espèce de rapport vertueux, de lien vertueux avec les États africains. Sergueï Lavrov a participé à un événement important il y a quelques jours avec des représentants diplomatiques africains à Moscou et a toujours donné en quelque sorte des gages d'ouverture. Il s'est entretenu aussi avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et la diplomatie russe est ouverte au dialogue et se veut un allié plutôt que une puissance qui irait contre les intérêts africains. Aujourd'hui, la Russie aussi a besoin d'avoir des États africains de son côté. On a vu que le Sénégal s'était donc abstenu de voter la résolution à l'ONU contre la Russie. Donc je pense qu'on est dans des intérêts qui se rejoignent. Maintenant, évidemment, le président en exercice de l'Union africaine a raison de mener cette démarche diplomatique. Alors, Félix, est-ce que l'Afrique, au fond, ne reste pas fidèle à sa réputation de mendiant international? On l'attendait sur le terrain de la diplomatie pure et dure. Là, voilà, sur le terrain pas de la main tendue, mais disons de la négociation et de l'acceptation d'une forme de dépendance. Oui, ça c'est une lecture possible, mais je ne pense pas que ce soit la seule. Il y a eu des raisons diplomatiques à la visite de Macky Sall en Russie, puisqu'il va passer après en Ukraine. En fait, depuis le début du conflit, Zelensky et la diplomatie américaine a exercé un certain nombre de pressions sur les pays africains pour pouvoir lui donner la parole, pour qu'il puisse conforter sa stature internationale. S'exprimer notamment devant l'Union africaine. Mais le consensus a été qu'il n'était pas question de prendre position de manière en faveur d'un camp dans le conflit. Et le compromis qui a été trouvé, c'est de visiter les deux pays et de porter la parole de l'Afrique. Et cette parole de l'Afrique, pour une fois, il faudrait s'en féliciter, c'est une parole qui est un peu indépendante de celle, par exemple, des pays du bloc occidental, qui consiste à dire qu'il faut négocier, qu'il faut trouver des solutions de sortie de crise et que ces solutions de sortie de crise ne doivent pas être nécessairement aller dans le sens de l'escalade diplomatique, militaire et autres. Et donc, je pense que le voyage de Macky Sall dans ces deux pays peut se lire aussi de cette manière. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, le blé, certes, il est beaucoup consommé en Afrique, notamment en Afrique du Nord. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une consommation plutôt des villes. Des villes et puis les grandes villes africaines qui ne cessent de grossir. Mais c'est quand même qui ont un pouvoir politique bien important, bien évidemment. C'est elles qui peuvent se révolter. C'est elles qui peuvent se révolter, je suis d'accord avec ça. Mais dans les campagnes, les gens consomment d'autres céréales. Et aussi, c'est le moment aussi que l'on mène des recherches, que l'on réfléchisse aussi sur la manière de valoriser ce type de céréales et les faire monter dans la chaîne d'alimentation pour que ça puisse être consommé aussi dans les villes. Non, mais paradoxalement, si on valorise ces céréales-là, oui, en fait, le prix de ces céréales va augmenter et les paysans peut-être auront moins de céréales à leur disposition. Je pense au mil, au sorgho, au millet.
effectivement, qui ne sont pas très consommés dans les grandes villes et qui, en fait, est-ce que la question de fond, c'est pas au fond la productivité agricole de l'Afrique tout simplement, la productivité à l'hectare qui est toujours très basse alors que la population a doublé, triplé, quadruplé? C'est vrai qu'il y a des problèmes de productivité, mais il y a cette productivité, elle augmente quand même. Elle augmente à la faveur... Aussi vite que la population? Ça dépend des pays, bien évidemment. Il y a des pays dans lesquels il y a des progrès qui sont faits dans l'agriculture avec l'utilisation d'intrants. Des fois, ces intrants peuvent être poser de problèmes parce que c'est des intrants chimiques, etc. Mais toujours est-il que la productivité augmente dans ces pays. Il faudrait aussi profiter de cette opportunité pour mettre au devant de l'actualité le concept de souveraineté alimentaire pour tous les peuples africains et autres. Bernard, est-ce qu'on peut parler d'ores et déjà de diplomatie des céréales? Ben, je pense qu'il faudrait surtout essayer d'avoir un regard plus lointain et plus historique. On est dans l'écume des jours avec cette guerre ukrainienne. Mais derrière, ce qui ne dit pas son nom, mais qu'on va voir arriver au fur et à mesure du temps, c'est une transformation globale des relations internationales, non seulement pour la politique, mais l'économie, les problèmes de développement alimentaire. Et on commence à se rendre compte d'une chose, c'est que il paraît évident que cette crise ukrainienne n'est pas venue comme ça le 24 février. Elle vient d'un très long rapport de force entre les États-Unis qui veulent dominer le monde et les autres pays du monde. L'Europe a été entraînée derrière les Américains dans cette affaire, mais ils ont, entre guillemets, monté un coup qui a été très mal monté. Parce que on s'aperçoit aujourd'hui que la Russie est le premier producteur mondial de blé. On s'aperçoit que la Russie fournit 60... En tout cas, c'est énorme. C'est beaucoup plus que c'est 3 fois, 4 fois l'Ukraine. L'Europe dépend du gaz, dépend du pétrole russe. Et on a l'impression que les Occidentaux n'ont rien préparé en dehors du fait qu'il fallait, entre guillemets, humilier la Russie à travers l'Ukraine en faisant rentrer l'Ukraine dans un système où elle n'avait rien à faire. Et quand les Russes ont réagi, il n'y avait rien de préparé. Alors on avait juste un exemple qui m'a vraiment sidéré, c'est Madame von der Leyen qui dit au début, la présidente de la Commission européenne, qui nous dit il faut plus de pétrole, il faut plus de gaz russe. C'était il y a 2 mois. Il y a quelques jours, de façon assez ironique d'ailleurs, elle parle à une télévision américaine avec la fille de Zbigniew Brzezinski, qui est une grande journaliste aux États-Unis aujourd'hui, et la fille lui dit mais alors il faut supprimer le pétrole russe en Europe occidentale et aux États-Unis. Elle dit non, il faut continuer à l'acheter parce qu'on a des marchés à long terme avec eux à des prix très bas. Si on n'achète pas le pétrole russe, Poutine va le vendre beaucoup plus cher à l'extérieur, va faire beaucoup plus d'argent, donc pour acheter beaucoup plus d'armes. Ben, elle aurait pu le savoir avant. Mais voilà, c'est le genre d'impréparation totale. Et pour revenir au problème d'alimentation, c'est évident que demain, on a eu le problème du riz il y a quelques années. J'étais à Abidjan à l'époque, il y avait un problème de riz. Et la Thaïlande, le Vietnam et tout ça ont été sollicités. À un moment, c'était vraiment la crise en Afrique, parce qu'effectivement, le riz est peut-être beaucoup plus important que le blé en plus. Il y a en 2008, par là. C'était dans cette période-là. Aujourd'hui, les circuits vont changer. Et les pays africains, c'est une façon pour eux de se démarquer et d'acquérir une souveraineté en ayant des relations un petit peu différentes de celles qu'ils avaient. Est-ce que c'est le retour de la politique, finalement, dans le commerce ? Le retour de la diplomatie dans le commerce, parce qu'a priori, la mondialisation devait ouvrir une ère de commerce pur, guidée par les marchés et les cours. Le commerce et la politique ont toujours marché. Quand la République de Venise était la grande puissance navale de la Méditerranée, elle permettait de faire amener des produits d'un point à l'autre. Quand les Hollandais ou les Portugais ont navigué à travers le monde, les Hollandais avec la fameuse compagnie maritime qui d'ailleurs est à la base de la création de l'Afrique du Sud, de la première Afrique du Sud. Ils n'étaient pas prévus de s'arrêter en Afrique du Sud, mais c'était juste pour refaire de l'eau et puis partir vers l'Orient, ramener le safran, le curry, etc. Il y a toujours eu une diplomatie politique liée à des problèmes alimentaires. Et à l'époque, il y avait 1 milliard d'habitants, maintenant il y en a 7, on va vers les 8, et le problème est encore plus crucial. Fabrice ? Je dirais aussi que Macky Sall, dans cette visite, est confronté à une réalité assez claire, c'est que les opinions publiques africaines sont
assez largement favorable à la Russie. On le voit dans les manifestations récentes, anti-françaises. On le voit abondamment aussi sur les réseaux sociaux. On le voit sur les réseaux sociaux, on voit des drapeaux russes arborés un peu partout, ou des portraits même de Poutine qui frisent un peu parfois le culte de la personnalité, ce qu'on rejette parfois nous-mêmes chez nous et qu'on est en train de s'approprier ailleurs. Et donc les chefs d'État, Macky Sall n'en fait pas exception, sont aussi face à cette réalité, c'est que les populations africaines sont assez favorables à ce pays et aujourd'hui on ne peut pas se murer dans une espèce d'antagonisme béat comme le font énormément de pays européens et on est obligé d'être dans l'échange, tout en pensant évidemment à notre souveraineté, à la souveraineté alimentaire qui est absolument cruciale. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette crise, on a vu quand même l'émergence d'une espèce d'inventivité, de créativité dans la façon de remplacer parfois le blé par d'autres produits. D'autres produits qui sont quand même toujours plus chers que le blé. Comme le maïs, oui, effectivement, mais qui permettent quand même de réfléchir à autre chose, à des alternatives, ce qui me semble très important. Et j'ai oublié une chose, c'est que dans ce problème alimentaire, notre ami en a parlé à l'instant, c'est le problème des intrants. Mais l'essentiel des engrais sont faits à partir d'urée. Quel est le premier producteur mondial d'urée? La Russie. Et les Américains ont pas mis d'embargo. Il y a une question philosophique qui se pose. Peut-on faire une guerre d'ampleur mondiale, d'ampleur internationale très large, dans un monde aussi interconnecté que l'est le nôtre? Parce que finalement, les deux premières guerres mondiales ont eu lieu dans des mondes où les interconnexions existaient, mais elles étaient beaucoup plus faible et on a l'impression qu'aujourd'hui une sorte de guerre de haute intensité mondiale, elle tuera d'abord parce qu'elle brisera les chaînes logistiques et qu'elle créera des famines un peu partout. Non, elle va repolariser les blocs en fait, elle va rebattre les cartes entre les blocs alliés un peu partout dans le monde. Mais pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas penser que la mondialisation va s'écrouler tout d'un coup. Il va juste avoir une espèce de polarisation de part et d'autre, à mon avis. Écoute, Théophile, la preuve qu'on peut continuer à faire la guerre tout en commerçant, c'est ce que les Russes et les Ukrainiens font actuellement. Ils continuent à s'échanger le gaz. Voilà. Les Européens ont beau dire qu'ils veulent affaiblir la Russie, malheureusement. Pour eux, ils continuent à acheter le pétrole. Le gaz russe. Et le rouble est remonté. L'Ukraine touche toujours de l'argent pour faire passer le gaz russe, tout en étant dans un conflit ouvert avec la Russie, ce qui peut paraître aberrant. Le problème, c'est que la guerre profite toujours aux marchands d'armes. C'est ce qu'on pourra toujours retenir. Au-delà finalement de nos affects nationaux légitimes, les marchands d'armes sortent toujours vainqueurs.